coefficients du filtre, dans le cas d'un filtre FIR, elles sont directement exploitées de la réponse impulsionnelle. C'est puisque la sortie YN dans le cas du FIR, et vous pouvez vous référer à votre cours, la réponse impulsionnelle, quand on l'a écrit dans le cours, le YN, certes, il est écrit sous forme des BI X de N-I, mais les BI n'étaient autres que les H de K, c'est-à-dire les HI. Donc, si je détermine HI, j'ai déterminé mes coefficients. D'accord? Alors, cette technique de la réponse impulsionnelle, on va passer à, c'est-à-dire cette technique impose un certain nombre d'étapes. Les étapes pour exploiter cette technique, la première des étapes après avoir déterminé la transformée de Fourier inverse de notre gabarit, qui était h de f, on a déterminé la transformée de Fourier inverse qui est h de t. La première étape, c'est la normalisation. La normalisation, je peux la faire directement à partir du gabarit et je normalise, comme c'est le cas, comme je peux la faire à partir de la réponse impulsionnelle. Je dois diviser l'ensemble des valeurs par la fréquence d'échantillonnage. Donc, à partir de ce moment, donc, quand je fais ça, je peux retrouver ça, tout simplement. Je peux retrouver le H de n normalisé en faisant la TF inverse directe de je pouvais le faire directement à partir de H de t que j'avais établi, qui n'était pas normalisé, et je divise l'ensemble par FE, et je retrouve la même chose. Et donc, de là, je retrouve ma réponse impulsionnelle discrète, normalisée. Mais, jusqu'à maintenant, je n'ai pas répondu à c'est-à-dire à ma demande qui était de déterminer les coefficients et qui sont finis, d'accord, de mon filtre. On me donne de déterminer les coefficients HK d'un filtre qui est causal et d'ordre 20, c'est-à-dire on m'a fixé l'ordre de mon filtre, c'est-à-dire dans l'équation YN en fonction des HK, cette équation s'écrit comme étant la somme des cas allant de 0 jusqu'à 20 de HKZ à la puissance de HKX de N-K. D'accord? Donc, là, l'ordre va jusqu'à 20. Et donc, c'est-à-dire, c'est limité, parce que si je représente H de N comme elle se présente, ce n'est pas limité. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, je dois la tronquer. Comment la tronquer? Garder seulement un nombre de 20, c'est-à-dire 21 coefficients. Donc, l'ordre est en 20, et comme je vais de 0 jusqu'à 20, donc ça veut dire que j'avais 21 coefficients. Donc, comment je peux garder que 21 coefficients? Je peux les garder en faisant une fenêtre, donc en multipliant h de n qui était en C, qui va de moins l'infini à plus l'infini, d'accord? Je la multiplie par une fenêtre. La fenêtre, donc, c'est-à-dire automatiquement parlant, sans réfléchir, quand on prend un nombre fini, c'est comme si on faisait une fenêtre rectangle. Quand je prends, au lieu d'une infinité, je prends que 21, c'est comme si j'ai pris l'infini et je l'ai multiplié avec une fenêtre qui valait 0 au-delà des 21 points et qui était égal à 1 sur l'intervalle des 21 points. Alors donc, c'est la raison pour laquelle donc, on multiplie, d'habitude, sans le savoir, on multiplie toujours par une fenêtre rectangle. Quand vous faites l'observation d'un signal, pratiquement parlant, vous introduisez une fenêtre rectangle, une fenêtre d'observation. La fenêtre avec laquelle vous observez, c'est la fenêtre que vous introduisez temporellement. C'est comme si votre signal était infini et vous allez le récupérer sur la fenêtre d'observation, d'enregistrement, la vôtre, qui est la vôtre. Donc, a priori, votre fenêtre est toujours la fenêtre rectangle. Sans le savoir, vous introduisez pratiquement
parlant, vous introduisez une fenêtre d'observation qui est la fenêtre rectangle. Donc, Enea, on tronque notre signe, notre réponse impulsionnelle sur un nombre de 21 points, c'est-à-dire pris d'une façon symétrique, sachant que cette réponse impulsionnelle, elle va de moins l'infini à plus l'infini dès le départ. D'accord? On va la tronquer sur 21 points, on va la rendre finie. Et jusque-là, cette réponse étant entre moins n sur 2, c'est-à-dire entre moins 10, n allant de moins 10 à plus 10, ça vous donne une réponse impulsionnelle qui est non causale, d'accord? Puisqu'elle existe pour des n négatifs. Alors, pour la rendre causale, donc on fait un décalage de cette réponse impulsionnelle. On décale de combien? On décale de 10 coefficients. Et à partir de là, vous avez votre réponse impulsionnelle du filtre approximé, qui va être différente de H de n de départ. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà subi un troncage qui était l'introduction de la fenêtre et d'une, et puis elle a subi un décalage de l'ordre du filtre sur 2. Et donc, la fenêtre réelle, plutôt les coefficients que vous cherchez, tout compte fait, seront quoi? Seront c'est-à-dire ceux de la réponse de départ, mais déjà tronqués, c'est-à-dire le fait de dire tronqué, moi je mets ici le n allant de 0 à 20, c'est-à-dire ceci va être valable seulement pour les valeurs de 0 à 20, puisque l'ordre étant de 20 parce que j'ai tronqué. Et ça va être décalé pour rendre le système causal, mon filtre causal. Et donc, tout compte fait, j'ai obtenu mes coefficients. Ces coefficients sont déterminés grâce à cette technique qui résidait dans le fait de trouver h de t dans un premier temps, normaliser h de t, l'échantillonner et tronquer pour la décaler pour avoir les coefficients. Et c'est ça, le HA de n sont vos coefficients BI que vous cherchez pour votre filtre FIR. Et ces coefficients vont de 0 à 21. Et ils sont symétriques. C'est-à-dire celui de 0 n'est autre que celui de 21. Parce qu'il y a 21 coefficients puisque l'ordre est de 20. Parce que si je compte ici de 0 jusqu'à 20, j'ai 21. Et donc, le coefficient 0 n'est autre que le coefficient 21. Le coefficient 1, c'est le 19. Le 2, c'est le 18, etc. Celui du centre, il est l'unique qui n'est pas en dédoublage, puisque dans ce cas de technique, on nous demande que l'ordre soit pair. Et donc, automatiquement, le nombre de coefficients est impair dans cette technique de détermination du filtre. Et de là, vous avez déterminé les coefficients de ce filtre-là. Si je veux maintenant, on me demande en question 4 de déterminer h de z, parce que c'est grâce à h de z que je peux retrouver mon équation de départ yn. Le h de z est le suivant. C'est ça les coefficients BI, les fameux coefficients BI dans le FIR. C'est les seuls coefficients, c'est les HA de n, donc c'est les coefficients du FIR. Et ces coefficients sont symétriques et ce filtre il présente un déphasage linéaire qui est de retard, le retard du filtre Enea, puisqu'on fait un retard de 10 fois TE, donc le retard est de 10 TE, c'est-à-dire n-1, plutôt n sur 2, l'ordre, votre ordre Enea, l'ordre étant n. Ça n'a pas d'importance, grand n ou la petite n. L'essentiel, l'ordre ici, c'est 20. Donc, un retard de 10 TE. TE égale à 1 seconde, donc de 10 secondes. D'accord? Donc, voilà concernant le H de Z et comment je détermine mon filtre. Là, c'est la détermination des coefficients de filtre. Ce n'est pas le filtrage. Le filtrage, quand j'introduis un signal en entrée
Et grâce à ces coefficients, je réaliserai le filtrage. D'accord? Là, c'est la détermination des coefficients. Alors, si je veux tracer le module, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer au domaine des fréquences en remplaçant le z par l'exponentielle de πJF et j'ai automatiquement le hs de f, c'est-à-dire je vais écrire le h de z, le z qui va être remplacé, la variable qui va être f, et j'ai la réponse en fréquence mais complexe. Et de là, puisque l'expo de J phi, c'est cosinus phi plus J sinus phi, donc j'ai un moins, donc il y aura moins du sinus, et donc ça me fera cosinus, l'expo qui va être cosinus de pi nf moins J sinus de pi nf. Et là, j'ai une partie qui va être réelle et une partie qui va être imaginaire. Et j'écris donc le HA, donc en partie réelle et qu'en partie imaginaire. L'imaginaire, il est introduit par l'expo. D'accord? Le HA n'a rien d'imaginaire, c'est du réel. Et donc, là, je prendrai la partie HA cosinus au carré plus la partie HAN sinus au carré, et c'est le tout. C'est tout, la somme, hein, la parenthèse, elle a son importance, la parenthèse est là, et non pas là, la racine. Tout ça, ça va en racine, ça va me donner le module. Donc, la parenthèse est là. Un petit truc à corriger. Bon, je vais corriger en direct. Voilà concernant le module. Alors maintenant, ce travail, je peux l'implémenter. Et là, cette implémentation, c'est un plus que vous offre MATLAB. Donc, avec MATLAB, vous pouvez confirmer si votre travail est correct. Vous pouvez avoir tous les tracés possibles, mais seulement il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir utiliser quand c'est une multiplication, comment l'écrire, quand c'est des vecteurs, comment l'écrire. Et je vous encourage à l'utiliser comme ça, parce que MATLAB est très intéressant dans son exploitation par les chercheurs. Il facilite l'exploitation des techniques dans n'importe quel domaine, entre autres, d'ailleurs dans tous les domaines. Vous avez des toolbooks, et dans le traitement de signal, vous avez le toolbox relatif au traitement de signal. Et là, donc, vous voyez dans mon programme, je récupère, je détermine. Donc, tout le travail que j'ai fait, c'est un travail c'est-à-dire c'est un travail de conception, de réaliser, c'est-à-dire conception. Ce n'est pas, c'est pas de l'informatique, c'est pas de la programmation, c'est pas de la programmation ici. D'accord? Jusque-là, c'est de la conception. J'ai conçu les coefficients du filtre numérique. Une fois conçu, là, je peux, à partir de ces coefficients, faire l'implémentation numérique et faire le filtrage. Là, ce que je vais faire en implémentant sur MATLAB, je ne fais que vérifier mes coefficients. Je veux voir les coefficients HA, leur amplitude. Je peux voir effectivement le filtre que j'ai conçu. Est-ce que ma démarche est juste? Est-ce que je vais exactement retrouver le filtre que j'ai tracé tout à l'heure, c'est-à-dire la fameuse porte, hein, cette porte-là, est-ce que je vais la retrouver? Et bien sûr, je sais que moyennant cette technique, je ne vais pas retrouver la forme exacte, mais une forme qui se rapproche. Et je sais le pourquoi de ne pas pouvoir trouver la forme exacte. Et c'est ça le but du cours. Et ce que peut vous apporter le cours, c'est que dans le cours, je vous ai dit le pourquoi la forme ne va pas être exacte. J'ai dit pourquoi, parce que c'est la fenêtre que j'ai introduite, hein, c'est elle qui va créer tout le problème d'imperfection, le fait que j'ai tronqué le signal. Donc, j'ai introduit cette fenêtre. Et cette fenêtre, sur le plan spectral, aura son influence, et je peux vous expliquer mathématiquement, spectralement parlant, je peux vous expliquer pourquoi cette déformation.
Et je m'attends déjà, dès le départ, je m'attends à ce que mon filtre n'aura pas cette allure, mais il va se rapprocher de cette allure. Donc, je vais implémenter grâce à MATLAB et voir si mon raisonnement est juste. Est-ce que je vais avoir une forme de la sorte où là, je me suis trompé quelque part dans mes calculs et là, c'est-à-dire le HA n'est pas exactement ce que j'ai trouvé. Peut-être que ce n'était pas la fonction sinus cardinale, peut-être c'était autre chose pour voir où je me suis trompé. Et donc, je vais implémenter sous MATLAB d'abord ce que j'ai mis en marron. Et en implémentant sur MATLAB en marron, j'obtiens cette première figure. Cette première figure me donne bien l'allure de mon gabarit. Le gabarit, mon gabarit, il était jusqu'à cette valeur de 0,05 si je divise, c'est-à-dire dans le normalisé. Je vois que c'était bien la valeur de 2 au départ, et donc après un certain moment, c'est un 1, à partir de la fréquence de 100, donc 100, si je la divise par 2000, d'accord, ça va me donner dans quelque chose dans cet intervalle, et donc ça va être la valeur de 1. Et le 1 n'est pas plat, il y a de l'ondulation, et ces ondulations, et je vois même au-delà de la valeur de 0,3, ça va aller encore plus loin que le 0,3, qui était la valeur de la fréquence de coupure finale, maximale. Elle va aller au-delà et je vois les imperfections de la bande atténuée qui n'est pas nulle. D'accord? Alors, donc, dans le cours, on vous a dit qu'on pouvait faire des corrections. Et ces corrections ne touchent pas l'ordre du filtre. Parce que vous allez voir, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans le cours, que l'ordre du filtre est imposé par le gabarit que vous vous êtes donné. C'est selon ce gabarit, l'ordre va être tranché dès le départ. Je ne peux pas aller au-delà de l'ordre parce que j'ai un cahier de charge relatif à mon gabarit du filtre. Et donc de la tolérance du filtre que j'accepte. Alors, donc, à partir de là, donc l'ordre du filtre étant imposé, je dois voir autre chose qui peut toucher la qualité de mon filtre. Cette autre chose, c'est quoi? C'est la fenêtre de pondération. C'est la fenêtre d'observation. C'est le fameux W de N. Ce W de N que j'utilisais pratiquement et que vous avez toujours utilisé pratiquement comme étant la fenêtre d'observation de votre signal. Tout le monde, quand il utilise un signal, pratiquement, il l'enregistre. Il l'enregistre sur une durée finie, alors que le signal va il va toujours dans le temps. Donc, vous faites une fenêtre d'observation. Et sachez que en traitement de signal, et donc avec la technologie du numérique et tout ce qui s'ensuit avec le traitement de signal, les observations, les fenêtres avec lesquelles vous observez votre signal, Léna déjà me le filtre, sans parler du filtre, dans le signal lui-même, les spécialistes, par exemple maintenant dans le domaine de la parole, quand on observe un signal dans le domaine de la parole, on le garde pas, on garde pas les échantillons de la parole sur, par exemple, 200 échantillons de la parole, on les garde pas tels qu'ils sont et on les traite. Non, on les multiplie par une fenêtre d'observation, une fenêtre de pondération. Dans le cas de la parole, la fenêtre d'observation la plus utilisée dans ce domaine, c'est la fenêtre de Hamming ou la fenêtre de Hanning. D'accord? Donc, pour vous dire l'importance de ces fenêtres dans le traitement de signal. Et donc, on le voit dans le domaine du filtrage, ces fenêtres ont leur impact. Donc, que vous utilisiez une fenêtre rectangle, c'est-à-dire la fenêtre, ce que vous avez l'habitude d'utiliser normalement, c'est l'observation normale des échantillons, prendre les échantillons et les traiter, ce n'est pas une bonne idée. Il faut toujours utiliser d'autres fenêtres et ici, en tronquant la réponse impulsionnelle sur une fenêtre avec une fenêtre autre que la fenêtre rectangle,
en utilisant une fenêtre de Blackman ou de Hamming ou de Hanning, on change dans la qualité du filtre. Vous voyez, en introduisant celle de Blackman pour le même ordre, et là j'ai utilisé un ordre de 10 dans mon tracé, donc l'ordre, vous pouvez aussi jouer sur l'ordre. Dans cet exemple, il me semble avoir utilisé 10 dans le tracé. Donc, pour le même ordre, vous voyez une fenêtre, donc, touche cette histoire d'ondulation. Elle élimine l'ondulation sans pour autant, donc, changer l'ordre. D'où l'intérêt d'introduire une autre fenêtre autre que la fenêtre rectangle quand il s'agit de tronquer votre réponse impulsionnelle. Alors, donc, comme devoir dans cette partie, alors je vous demande de refaire le même exercice en utilisant la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode de l'échantillonnage de la réponse fréquentielle, et de me l'envoyer à l'adresse Yahoo, pas de Gmail, parce que je ne tiendrai pas compte des devoirs sur le Gmail. Donc, veuillez m'envoyer vos devoirs sur le Yahoo pour ceux qui font leurs devoirs. Ne pas prendre de copie-coller. Le copie-coller va à l'encontre de votre intérêt. Il vaut mieux ne rien envoyer que d'envoyer un copie-coller. Le copie-coller sera sanctionné. Donc, autant faire un travail personnel. J'insiste sur ça. Ne rien envoyer, très bien. Mais envoyer copie-coller, ce n'est pas bon du tout. Pour ceux qui ne comprennent pas, je peux le dire en arabe. D'accord? Voilà pour ce qui est de l'exo 1. S'il vous pose un problème, si vous voulez plus d'éclaircissement, vous pouvez vous me les poser maintenant. Sinon, vous pouvez revoir pour ceux qui n'ont pas encore bien revu leur cours, pour ceux qui n'ont pas bien préparé leur TD, ils peuvent recenser les questions et me les poser en présentiel. Mais sinon, si vous voulez garder, c'est-à-dire gagner un peu de temps, et vous avez compris, mais vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai expliqué ici, vous pouvez me les poser maintenant. Pause et j'attends vos questions. J'attends vos questions. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Un écho? Oui, madame, voilà. Si vous avez des questions concernant l'exo 1, je peux les poser, je peux répondre. Pas de questions? D'accord. Je continue avec l'exo 2. L'exo 2. Donc, Néa, il faut faire attention. J'avais mis 10 comme ordre. La correction, c'est par rapport à un ordre de 20. Donc, je le mentionne en rouge exprès. Donc, on nous demande de réaliser un filtre de 20. 20 ou les 10 ou là, le raisonnement est le même. Hein. Donc, seulement la correction est par rapport à 20. Donc, Néa, le gabarit qu'on vous donne, c'est un gabarit triangle. D'accord? Alors, d'ailleurs, vous allez voir que je ne peux pas toujours utiliser la première méthode. Je ne peux utiliser la première méthode que si je peux déterminer H de T. D'accord? Par exemple, le premier exercice déjà, ce que j'ai à dire sur le premier exercice, certes, c'est la première méthode. D'accord? Certes, c'est la première méthode moyennant l'exo 1. Mais MATLAB ne vous permet pas de déterminer les coefficients moyennant, donc pour ce filtre-là, pour ce gabarit-là. Le MATLAB, avec la première méthode, la méthode de FIR-A, il ne détermine les gabarits que des filtres, disons,
standard, passe-bas, passe-bande, coupe-bande, avec les filtres idéaux, c'est-à-dire avec la forme idéale. Donc, une forme que je conçois moi-même, comme j'ai conçu ici cette forme-là, qui n'a rien d'une forme d'un gabarit idéal, d'accord? Donc, MATLAB ne peut pas vous réaliser FIR1. Et donc, automatiquement, vous êtes obligé de faire les étapes suivantes. Et vous êtes obligé de connaître ces étapes. Donc, vous voyez que MATLAB est limité par rapport aux filtres standards. Donc, il vous donne les filtres standards. Il ne vous donne pas tous les filtres. Donc, les filtres standards, certes, vous pouvez utiliser FIR1 avec. Et sinon, ici, vous ne pouvez pas. Vous pouvez utiliser la première méthode, certes, et d'ailleurs, on l'a appliquée, mais vous ne pouvez pas utiliser FIR1. Vous êtes obligé, comme je l'ai mis ici dans le programme, vous êtes obligé vous-même de donner les coefficients de votre filtre. Et là, vous pouvez, moyennant Frex et plot, tracer et la réponse impulsionnelle. Je peux même tracer la réponse impulsionnelle en faisant IMPZ de HA. Je trace ma réponse impulsionnelle et je trace la réponse fréquentielle et je peux filtrer avec, etc. Mais je n'utilise pas FIR1, quoique la méthode, c'est la méthode qu'utilise FIR1, c'est-à-dire les différentes phases de détermination des coefficients. D'accord? Maintenant, je donne une autre méthode, un autre gabarit. Un gabarit du type triangle. D'accord? Triangle. Donc, mais ce qui nécessite ce qui est nécessaire pour que je puisse déterminer les coefficients, c'est d'avoir la forme de H. Si je n'ai pas la forme de H, je ne peux pas l'implémenter. Et quand j'ai la forme d'un triangle comme ici, je peux déterminer H de T, la transformée de Fourier inverse. Donc, si je ne peux pas la déterminer, si j'ai une forme quelconque en fréquence que je veux approximer et je n'ai pas la réponse, c'est-à-dire sans transformer inverse, il n'est pas facile de l'implémenter en filtre FIR. Mais à partir de là, comme c'est le triangle de largeur 400, alors par la même occasion, donc vous voyez qu'en traitement de signal, quand on écrit le signal triangle, on l'écrit de demi-largeur. On ne met pas toute la largeur. Là, c'est une convention d'écriture. Ce n'est pas méchant si vous mettez 400, mais à la limite, si vous ne me tracez pas le signal, vous me dites que c'est 400, c'est sa largeur. Donc ici, j'ai mis 200, mais j'ai mis entre parenthèses, attention, mon triangle est de largeur 400, parce que là, j'ai mis la demi-largeur. Bon, là, ça a c'est-à-dire son origine. Bon, je ne rentre pas dans les origines, le pourquoi, mais sachez que ça a son origine et ça vient de l'histoire de la porte. Bon, ce n'est pas le but. Pour le moment, continuons notre exercice. Donc, on se donne une forme qui n'est pas standard aussi. D'accord? C'est une forme triangle. Et là, je ne peux pas aussi, de la même manière que tout à l'heure, je ne peux pas demander à MATLAB, moyennant FIR1, de me réaliser ce filtre. Je suis obligé de le concevoir moi-même. Alors, on vous demande, si vous avez une fréquence d'échantillonnage de 1 kg, de citer les différentes étapes de synthèse de ce filtre. Alors, sachez que cet exercice a fait l'objet d'un examen, d'un de mes examens de traitement de signal, pour avoir une idée sur les examens, parce que les étudiants sont toujours intéressés de savoir qu'est-ce que ça va être en examen. Donc, ça vous donne une idée. Alors, le H de F étant triangle, on vous demande de définir les différentes étapes. La première question. La première question, donc les différentes étapes, comme on vient de les citer, pour voir si l'étudiant a bien compris comment il va déterminer ses coefficients. Pour déterminer les coefficients du filtre, alors on va faire d'abord la TF inverse de H de F, on détermine H de T, on normalise H de T
Après sa normalisation, on l'échantillonne, donc on fait l'échantillonnage H de T, donc une fois normalisé, ça veut dire que TE égale à 1. On va après la tronquer par rapport à la fenêtre de largeur 20, donc on va garder seulement 21 échantillons en comptant celui de 0, bien sûr, et après on fait un décalage de 20 sur 2, c'est-à-dire de 10. Le résultat de cette opération pour la causalité. D'accord? Après, on vous demande de donner l'expression de n coefficients. Je n'ai exprès pour vous dire que n, c'est le nombre de coefficients dans cette expression. Donner l'expression de n coefficients de ce filtre dans le cas où on utilise une fenêtre de Blackman. C'est-à-dire dans la fenêtre de Blackman, si n est le nombre de coefficients, le n-1 va être l'ordre de votre filtre. C'est-à-dire quand vous allez exploiter la fenêtre de Blackman, que voici, et d'ailleurs que ce soit Blackman ou Hamming ou autre, vous aurez toujours les cosinus. Et on vous a dit dans le cours pourquoi la cosinus. D'accord? Donc, c'est toujours la fonction cosinus, seulement les arguments, plutôt les amplitudes de ces cosinus qui vont changer. D'ailleurs, dans certains cas, le Hamming et le Hanning, vous l'avez vu, comme fenêtre de pondération, elles sont presque identiques. Alors, donc, on va déterminer les coefficients de ce filtre moyennant les différentes étapes qu'on venait de citer et en exploitant la fenêtre de Blackman. Alors, on détermine d'abord H de T. Puisque c'est un triangle de largeur 200, ça sera comme la fonction porte. À l'HPA, j'ai dit tout à l'heure, c'était important le 200 parce qu'on mentionne directement que le triangle, pour ceux qui ont utilisé le traitement de signal, qui ont fait l'ATF du triangle, à un moment donné, on vous dit que le triangle, c'est une convolution de deux portes. Et donc, de là, on détermine l'ATF de triangle. Elle est très simple à déterminer, que ce soit direct, en direct ou en utilisant les portes, vous trouvez que c'est le sinus cardinal. Alors, bien sûr, c'est pas le jour, par exemple, un jour d'examen ou là, maintenant que je vais déterminer que c'est sinus cardinal. D'accord, au carré. Le triangle, c'est un sinus cardinal au carré, vous devriez le savoir. Et vous le devriez déjà faire l'ATF et être sûr de cette TF que c'est un sinus cardinal au carré, pour ne pas perdre votre temps quand vous aurez des signaux usuels tels que la porte ou le triangle le jour J, où vous n'allez pas demander à X ou Y quelle est la TF d'un triangle de largeur θ. D'accord? Donc, c'est à vous de connaître. Et donc, c'est le sinus cardinal carré. C'est très simple, avec sa demi-largeur. Après, on normalise, c'est-à-dire on divise par rapport à FE, FE étant égal à 1 kg, donc on divise par 1000 et ça fera à 1/5, sinus cardinal de 1/5 T. Après, on échantillonne, le T devient N, tout simplement, parce que le TE, en faisant la normalisation, on a pris le TE égal à 1 Hz, puisqu'on a normalisé par rapport à FE, ça veut dire qu'on a maintenant dans le nouveau espace, le FE égale à 1 Hz, donc le TE égale à 1 seconde. Donc HN, le T devient N. Et voilà votre réponse impulsionnelle normalisée. Après, on va la tronquer. En la tronquant, au lieu de la multiplier, comme d'habitude, quand on l'a multipliée avec une fenêtre rectangle, on ne voyait pas l'impact de la fenêtre. Au lieu de prendre le signal ou la réponse impulsionnelle de moins l'infini à plus l'infini, on la prenait seulement entre un nombre fini, par exemple ici sur 20, donc je prends de 0 jusqu'à 20. Donc c'était fini. Mais là, en introduisant la fenêtre, c'est autre chose. La fenêtre, elle a une formulation mathématique, donc je dois l'écrire. Et de là, j'aurai après, par la suite, à décaler ce H de T qui est tronqué, je le décale, il deviendra HC, je l'ai appelé HC,
D'accord? C'est pour causal, pour dire causal. Je vais le décaler pour le rendre causal. Et ce H causal qui sera mes coefficients finaux, qui sera le H de n de départ, qui sera décalé et qui sera la fenêtre de Blackman qui sera décalée. Et le filtre, les coefficients du filtre causal final seront les suivants. Leur équation, c'est celle-là, bien sûr, le n allant de 0 jusqu'à 20. Voilà les coefficients que vous cherchez. Et de cette façon, moyennant les différentes étapes que j'ai mis en gras, vous avez réalisé, vous avez conçu votre filtre. Sa conception réside dans la détermination de ces coefficients. Les 21 coefficients que vous venez de déterminer moyennant cette équation. Là, vous ne faites pas le filtrage, vous faites la conception. Cette conception se fait au-delà de, disons, du PC, c'est-à-dire elle se fait avec un stylo et votre logique, d'accord? Et une feuille, bien sûr, sur laquelle vous allez écrire. Et là, vous vous arrêtez là, vous arrêtez à la conception. Une fois conçu, vous pouvez filtrer par la suite. Et donc, filtrer moyennant l'équation de y de n qui est égale à la somme des HCN, que voici, plutôt HCK, x de n moins k. D'accord? Et donc, on demande les étudiants à donner l'expression de h de z. Donc, ils doivent savoir, puisqu'on est en FIR, il va y avoir de 0 à 20 des HCK z moins k, que je viens de dire, et que l'équation, s'ils veulent implémenter maintenant le filtrage va être ça. C'est cette équation qui va vous réaliser le filtrage. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir filtrer? Vous avez déterminé ces coefficients. Ça, c'est votre conception. Le HC de K, c'est ce que vous avez conçu. C'est comme si je vous disais en analogique, réalisez-moi le filtre qui va me filtrer le signal X pour obtenir le signal Y que voici. Et donc, vous allez réaliser à part, donc vous allez prendre la forme un stylo, une feuille, vous allez mettre une résistance, une capacité, des ampliopes, etc., calculer une fonction de transfert, etc., pour voir le gabarit, etc., pour trouver les composants qui vont vous réaliser le filtrage. Une fois déterminés les composants, vous allez introduire votre signal à filtrer. Donc, il y a deux étapes différentes. Le filtrage, c'est la finalisation de la chose. Mais pour pouvoir filtrer, donc, vous étiez obligé de concevoir. Et la conception, c'est ces coefficients-là que vous avez conçus. À partir de quoi? À partir de cette méthode-là. Donc, vous êtes donné un gabarit et à partir d'une logique mathématique, vous vous êtes dit, donc vous vous êtes placé d'abord en fréquence avec ce gabarit. De la fréquence, vous êtes passé dans le domaine temporel, vous avez normalisé, vous avez vu que vous ne pouviez pas prendre tous les coefficients après avoir échantillonné, et donc vous étiez obligé de tronquer. Et une fois tronqué, vous vous êtes rendu compte que votre filtre n'était pas causal et vous étiez obligé de décaler. Et une fois décalé, donc vous avez obtenu votre filtre. Et bien sûr, vous avez vu que le filtre n'était pas, c'est-à-dire n'était pas ce que vous vous êtes imposé dès le départ comme objectif. Vous vous êtes donné un filtre idéal et vous avez obtenu autre chose, quelque chose qui n'est pas parfaite. Cette chose n'était pas parfaite, c'était dû à l'ordre du filtre. Bon, on a dit, bon, on ne peut pas, dans certains cas, toucher à cet ordre-là. Et dans le cas où je ne peux pas toucher à l'ordre, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on vous a dit en cours et on vous a montré qu'il était possible d'introduire des fenêtres d'observation de votre réponse impulsionnelle. Au lieu de la prendre, au lieu de prendre les coefficients de h de n tels quels, vous pouviez les corriger moyennant des fenêtres d'observation spécifiques
appelées fenêtres de pondération. Et ces fenêtres, telles que la fenêtre de Blackman, comme vous l'avez vu ici, pouvaient améliorer la qualité de votre filtre. Et de là, vous pouvez maintenant, une fois conçu le filtre, vous pouvez introduire n'importe quel signal en entrée pour pouvoir le filtrer. D'accord? Et là, on pose des questions sur le filtre. Est-ce que le filtre FIR est fini, est stable? Bien sûr, il est stable puisqu'il présente une réponse impulsionnelle finie. Pourquoi? Parce que la stabilité, elle est liée à la somme des modules de cette réponse impulsionnelle. Si la somme en module de H de K est convergent, je dirais que c'est stable. Et comme le FIR présente toujours un nombre fini, donc c'est toujours stable. Le retard du filtre, bien sûr, donc on fait un décalage de n sur n-1 sur 2, c'est-à-dire l'ordre du filtre sur 2. L'ordre étant de 20, donc on va faire 10 fois la période d'échantillonnage. Et donc, si la période est 1 sur 1000, donc vous voyez, donc qu'est-ce que ça peut vous donner comme retard du filtre. Le type de phase, la phase de ce filtre-là, il présente une phase linéaire qui est égale à moins 2pi f tau. Et on l'a vu pourquoi, on l'a dit pourquoi, parce que quand on fait un retard temporel, ça c'est le retard, c'est normalement c'est n moins 10 TE, sauf que TE ici est égal à 1 seconde. Donc, un retard de TE, 10 TE, ça va vous introduire en fréquence une exponentielle moins 2pi J F H de F. F tau, pardon, J F tau, H de F. Le taux, hein, le moins 2pi J F tau, taux c'est le 10 TE. Et c'est ça votre taux ici qu'on avait établi. Et c'est ça votre phase, le moins 2pi F tau. Et donc, le taux que vous avez juste là, et là, ça vous donne la phase qui est linéaire. Pourquoi? Parce que j'ai un F. Je n'ai pas un F au carré, ni F3, ni autre. Donc, c'est une phase qui est purement linéaire. L'expression du gabarit, dans ce cas de figure, le gabarit, c'est le module lui-même, d'accord, de votre filtre. Alors, pour déterminer le module, c'est toujours la même stratégie. Je passe à H de Z. Le H de Z étant déjà donné auparavant, je passe à H de F en posant le Z égal à exponentielle de pi JF. Je le remplace ici dans H de Z et j'aurai toujours l'exponentielle moins de pi JF K. D'accord? Et donc, comme tout à l'heure, on vient tout juste le dire, l'exo 1, c'est une question standard que je pose. Donc, vous prenez l'ensemble, prenez au carré, la somme est au carré, ou la somme est au carré, partie imaginaire, partie réelle au carré, et vous faites la racine des deux, la somme de la racine, et ça vous donne le module. Là, bien sûr, comme c'est le cas, 20, etc., il est impossible de le réaliser manuellement, mais MATLAB peut vous aider de le réaliser, le gabarit. Donc, vous ne pouvez pas toujours, j'ai dit, moyennant pire 1 que vous offre MATLAB, déterminer les coefficients avec cette méthode, la première méthode qui est la méthode de l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle. Mais vous pouvez le faire vous-même en implémentant le filtre. Là, j'ai mis en jaune l'implémentation avec la fenêtre rectangle. Donc, il y a bien sûr l'ordre est en 20 parce que je l'avais implémenté avec l'ordre de 10. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a avec 20, j'implémente avec 20, d'accord? Et vous avez le résultat de l'implémentation avec sans la fenêtre, c'est-à-dire avec une fenêtre rectangle ou avec une fenêtre de Blackman. J'ai fait l'implémentation avec les deux fenêtres et je vois le lissage de la forme du triangle. Dans le cas de Blackman, là, c'est la réponse en fréquence, d'accord? C'est en F, c'est H A de F, ou le S de F, c'est-à-dire synthétisé.
D'accord? 100 avec la fenêtre rectangle et avec la fenêtre de... Alors, l'ENEA, on vous demande toujours aussi, en deuxième partie du devoir, de refaire ce même exercice 2 avec la même méthode, la deuxième méthode de l'échantillonnage de la réponse fréquentielle, puisque on a fait, que ce soit le 1 et le 2, avec l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle. Alors, sachez que FIR2, dans ce cas de figure, vous pouvez l'utiliser directement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les coefficients. Vous pouvez l'utiliser sans avoir recours aux coefficients que vous allez déterminer moyennant la transformée de Fourier discrète moins 1, comme vous pouvez la déterminer moyennant directement l'instruction FIR2. Donc, j'aimerais bien, et c'est les étudiants peuvent le faire, qu'ils fassent avec FIR2, l'instruction de MATLAB, et qu'ils fassent avec la synthèse qu'ils auront développée eux-mêmes. Pour celui qui me fait avec la synthèse et l'autre méthode, ça sera, c'est-à-dire ça sera très bien pour lui, c'est-à-dire reconnaître le travail fait. D'accord? Donc, je tiendrai compte de la faisabilité avec FIR2 et avec la synthèse de FIR2. Donc, vous faites avec les deux. Même dans le premier cas, vous pouvez faire avec FIR2 et avec la synthèse de FIR2. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Un petit moment de répit en attendant qu'il y ait des questions. Questions? J'espère que vous ne faites pas la sieste. Non, on ne fait pas. Vous suivez au moins. Oui, madame, on suit. D'accord. Aucune question? Sinon, je passe au troisième exo. OK, je passe au troisième. Alors, le troisième exo, on part d'un filtre analogique présentant toujours un gabarit qui est nul entre 0 et 100 est égal à 1 entre 100 et 500. Donc, il peut jouer le rôle d'un passe-bande dans ce cas de figure. Dans le cas d'un filtre analogique, c'est un passe-bande. On s'entend bien, c'est toujours un passe-bande. Mais vous allez le voir, dans le cas du numérique, selon le FE, ça va changer. Alors, donc, on a un filtre passe-bande, d'accord, entrée X de T, Y de T de sortie, réponse impulsionnelle H de T, on a X de T, deux cosinus, l'une à 50, l'autre à 200. On vous demande de déterminer H de T, la réponse impulsionnelle. Dans un premier temps, puis voir la relation entre X et Y et H, et puis donner Y de T dans ce cas. Alors, on va répondre. Dans un premier temps, on va tracer H de F. H de F, c'est un passe-bande. D'accord? 0, entre 0 et 100, et 500 et 500, plutôt 100 et 500, est égal à 1. Et donc, on détermine H de T. Alors, pour déterminer H de T, bien sûr, il faut savoir utiliser la transformée de Fourier. Et des propriétés de base de la transformée de Fourier, le retard qu'on a utilisé juste avant et qu'on va utiliser ici. Donc, je veux déterminer l'ATF du rectangle décalé en moins 300 et d'un autre rectangle décalé en plus 300. D'accord? Un de plus ou un de moins. Donc, j'ai deux et qui sont de largeur 400. Je traduis H de F. Il faut savoir traduire. Parce que toute cette traduction qui va m'aider pour mes calculs. Alors, la TF de la porte, je la connais.
de largeur 400, mais centrée. Je ne connais pas celle retardée. Mais le retard, quand vous avez x de t ayant une TF x de f, si je retarde, c'est ce que je viens de dire tout juste avant, ça deviendra un expo moins 2pi jf a étant le retard, tout à l'heure c'était le taux qui était le retard, x de f, c'est-à-dire si je connais celle de la rectangle, je garde celle de la rectangle, la TF de la rectangle, seulement si j'ai le retard, elle va être pondérée par un expo. Donc là, pour moins 300, elle va être pondérée par l'expo de 300 fois 2, ça fera 600. Puisque là, je suis en fréquence, je veux aller en temps, donc la TFD. Donc, je garde la même chose, seulement en temps. D'accord? Transformé de Fourier inverse, pardon. Transformé de Fourier inverse. D'accord? Donc, la TF de ce rectangle d'égalé en 300, ça me fera l'expo de moins 600 pi JT dû au retard, et puis la TF inverse de 400. Celui-là, il me va faire le retard de moins 300. Moins avec le moins, ça me fera plus 600. L'expo de plus 600 pi JT. La TF inverse de la porte de largeur 400. La même. D'accord? Donc, je mets cette TF-1 en facteur. Et la TF-1 en facteur, ça me fera l'expo de moins 600 plus l'expo de plus 600 pi JT. Donc, ça me fera 2 fois le cosinus de 600 pi t. Et la TF inverse du 400, ça me fera 400 sinus cardinal de 400 t. D'accord. D'où h de t. C'est OK pour tout le monde. OK? Rawa, l'équipe. C'est OK? Oui, Je peux madame. continuer? Oui, madame. Alors, donner la relation entre y, t, et h de t et x de t. C'est la convolution. C'est toujours, on veut toujours tester les étudiants s'ils savent les relations de base. Là, c'est la relation de base du filtre. Donc, la sortie, c'est toujours la convolution de l'entrée avec h de t et je ne cesserai de le répéter. Donner l'expression de y de t. Y de t, c'est la convolution de h de t qui est celle-là que voici, le cosinus avec le sinus, vous pouvez le tracer, c'est la fonction sinus cardinale qui est modulée avec le cosinus, d'accord? Donc, elle est portée par le cosinus, c'est une modulation en ailleurs. Donc, mais vous avez une idée de son tracé, je peux la tracer. Le signal x de t, c'est la somme de deux cosinus, l'une à 50 et l'une à 200. Vous voyez très bien que sur le plan temporel, c'est un casse-tête chinois. Je ne peux pas réaliser cette convolution. Et je suis sûre, et à chaque fois, les étudiants n'aiment pas la convolution temporelle. Ils l'ont déjà vu en licence, ils ont déjà essayé de faire une convolution dans le temps, ils ont vu la difficulté et ils n'aiment pas cette convolution. Et c'est ça le souci de Fourier, le souci d'aller en fréquence. Le souci d'aller en fréquence, c'est pour vous faciliter la tâche. Donc, au lieu d'avoir cette convolution en fréquence, je sais que c'est un simple produit. Donc, il me suffit de connaître la TF du cosinus. La TF du cosinus, c'est une raie qui est à 50, une autre raie qui est à 200. Donc, si je multiplie dans c'est-à-dire ce domaine de Fourier, je multiplie ce x de f, je le multiplie avec h de f, donc ça va me donner la chose suivante. H de f, je prends que la partie positive, sachant que la partie négative, c'est son symétrique. C'est la même chose. Donc, je prends
H de F qui est en rouge, je prends mon cosinus qui est les deux raies, je fais un produit dans le domaine fréquentiel. Cette raie qui est sous le filtre, elle va être maintenue et l'autre raie va disparaître. Donc, automatiquement, la sortie va me donner seulement la deuxième raie qui est A200. Et de là, je donne directement le Y de T. Le Y de T, c'est le cosinus 400 pi-T. Donc, ce qu'il me reste du filtrage, donc la convolution qui était la difficulté de prendre la fonction sinus cardinal multiplie un cosinus et la convoluer à deux sinus cardinaux de moins l'infini à plus l'infini, elle s'est résumée à un simple produit fréquentiel et qui m'a donné le résultat temporel. Donc, j'ai fait c'est-à-dire j'ai fait un calcul très, très simple en fréquence qui répond à cette question. Donc, au lieu de faire quelque chose de compliqué dans le domaine temporel, d'accord? Donc, j'ai fait quelque chose de très simple dans le domaine fréquentiel et je réponds simplement à la question dans le domaine temporel, d'accord? Donc, vous voyez l'apport du domaine fréquentiel par rapport au domaine temporel. Donc, par cet exercice. Alors, dans la deuxième question, on vous demande qu'on s'intéresse, donc on n'est plus dans le domaine de l'analogique, du continu, on va dans le domaine du discret et on veut trouver le filtre équivalent à ce filtre qu'on s'est donné et on veut le réaliser moyennant donc la méthode de la réponse, l'échantillonnage de la réponse fréquentielle. Mais dans un premier temps, on vous demande de donner la fréquence d'échantillonnage qui va vous permettre de réaliser le filtrage de ce signal XN. Donc, ce signal, c'est ce qui est en bleu, le filtre, ce qui est en rouge, et on vous demande quelle est la fréquence d'échantillonnage de pour filtrer. Alors, pour répondre à cette question, vous avez deux grandeurs ici devant vous, la grandeur en bleu et la grandeur en rouge. Je veux filtrer ce qui est en bleu. Et donc, quand j'ai appris quand je dois filtrer pour le choix de FE, je dois regarder la fréquence maximale de mon signal. Donc, si je veux filtrer le signal bleu, je suis obligé de prendre quelque chose qui est supérieur à 2 fois 200. Mais comme le filtre est imposé, et comme le gabarit de ce filtre est imposé, le filtre aussi m'introduit une condition de Shannon qui me dit qu'il faut que le filtre, la fréquence d'échantillonnage doit être aussi supérieure à 2 fois 500. Donc, je dois prendre en considération la sup des deux. Et donc, automatiquement, la fréquence d'échantillonnage, doit être supérieure ou égale à la limite 2 fois 500, puisqu'elle doit être supérieure à 200 et elle doit être supérieure à 2 fois 500, donc elle doit être supérieure aux 2, c'est-à-dire à 1000. Et de là, je suis sûre, parce que je ne peux pas utiliser un échantillonnage pour la réponse impulsionnelle du filtre et je vais utiliser un échantillonnage pour le signal. Il faut que ce soit la même fréquence d'échantillonnage. Vous convenez avec moi? Et donc là, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 1000. Alors, si je la choisis égale à 1000, qu'est-ce que ça va être? Si je la choisis égale à 1000, ça veut dire que le FE sur 2, ça sera 500. Et si le FE sur 2 est 500, c'est que ce filtre que j'ai choisi n'est pas un passe-bande, ça va être un passe-haut, parce que tout mon spectre va s'arrêter à 500. Et la haute fréquence, c'est le 500. Donc, si vous choisissez le FE égale à 1000, le FE sur 2 sera 500 et vous aurez affaire à un passe-haut. Mais par contre, s'il est supérieur à 1000, donc vous aurez un passe-bande.
comme c'est le cas. Donc, si je choisis, par exemple, dans ce cas, j'ai choisi un FE qui est égal à 2 kg. Donc, je suis dans un cas d'impassement. Et maintenant, je veux exploiter la technique de l'échantillonnage de la réponse fréquentielle. Alors, pour cela, je vais échantillonner le gabarit du filtre H2F avec une résolution. Donc, je vais l'échantillonner pour déterminer, parce qu'on nous demande de déterminer les échantillons de H2M. Pour pouvoir les déterminer, il faut que je choisisse la fréquence d'échantillonnage fréquentielle, la résolution, ce que j'ai appelé la résolution. La résolution sera mon delta F. Mon delta F sera FE sur N. FE étant 2 kg, N, le nombre d'échantillons étant égal à 21, donc ça va être environ 95 et des poussières. Je mettrai a priori 95 Hz, d'accord? Mais c'est des poussières avec. Et j'échantillonne. Donc, en échantillonnant, donc, j'aurai le 0, le premier, et puis le suivant, c'est 95. 2 fois 95, ça sera 190, etc. Et donc, je vais, puisque c'est le premier, ce sera 0 automatiquement. Le deuxième étant 95, qui est inférieur à 100, ça va être aussi 0. D'accord? À partir du deuxième, puisque fois 2, le deuxième, 190, qui est inférieur à 200 et qui est entre 100 et 200, et je sais qu'entre 100 et 200, le H égale à 1, ça va me donner un 1, et les autres aussi, ça sera 1 jusqu'à avant 500. Jusqu'à avant 500, j'aurai un 1. Et au-delà, les autres échantillons, puisque j'ai 21, ça veut dire que je vais aller de 10 à moins 10. En comptant celui de l'origine, ça me fera 21. L'ensemble des coefficients sera de 21. Et de là, j'ai échantillonné H2F que j'avais dès le départ avec un pas delta F qui est de FE sur N. Et donc, pour pouvoir maintenant donner les H, mes coefficients H, les coefficients H seront déterminés à partir de l'équation suivante. L'équation qui est la transformée de Fourier discrète moins 1. Comment on la détermine? On la détermine comme étant 1 sur n, le nombre d'échantillons, la somme de moins n sur 2 jusqu'à n sur 2 dans ce cas de figure, d'accord, pour le nombre pair, d'accord, de h, tout h, wn, m. Et comme h, c'est un module et une phase, je l'écris sous forme du module et de la phase. Le module, je l'ai juste avant déterminé, c'est les différents modules que j'ai déterminés, parce que c'est la partie module de mon gabarit, et donc je les ai déjà déterminés. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois déterminés, donc ils sont connus, il me reste aussi d'écrire la phase. La phase, c'est la phase que je voudrais avoir, c'est la même phase que celle que j'ai déterminée dans la méthode du FIR1, parce que je passe d'une méthode à une autre, il faut avoir les mêmes caractéristiques. Et comme la phase du FIR est toujours linéaire, je l'écrirai comme étant moins 2 pi j f tau. Le taux restera toujours le même, c'est le n-1 sur 2te, et le f que je vais ici discrétiser en m delta f, de la même manière qu'on discrétise le temps en nte. Et donc, m est relatif à l'échantillon m de la phase, et le delta f, c'est le pas d'échantillonnage fréquentiel que j'ai appelé résolution, que je remplace ici. Là, c'est la même phase qu'on avait établi le cours, d'accord? Et donc, le FE et le TE vont s'éliminer, les deux vont s'éliminer, et je garderai la phase finale de mon filtre. Donc, elle dit, il faut toujours avoir l'obligeance, c'est-à-dire avoir l'intelligence, l'obligeance, tout ce que vous voulez comme terme, à
pouvoir la retrouver. Parce que, donc, j'ai dit, on n'apprend pas, on retrouve les formules qu'on a donc à partir des formules de base. Bien sûr, la formule de la transformée de Fourier discrète moins 1, vous êtes obligé de la connaître. D'accord? Même si vous ne la connaissez pas, si vous connaissez au moins qu'est-ce que c'est la formule de la transformée de Fourier, vous pouvez la retrouver. Donc, tout se retrouve à condition qu'on ait au moins les formules de base. Donc, si vous ne connaissez pas la transformée de Fourier d'un signal et sa formulation, vous ne pouvez pas prétendre pouvoir faire un cours de traitement de signal. D'accord? Donc, il y a des notions de base à connaître dans le traitement de signal pour pouvoir suivre un cours de traitement de signal. Donc, je disais, donc elle dit, cette phase, il est important de vous exercer pour comprendre comment on a pu la retrouver, qui est égale à moins pi n-1 sur nm. Et de là, une fois déterminée, je la remplace et j'ai la formule générale de mes coefficients que je viens d'écrire, mais dans ce cas de figure, je remplace les hn, je les ai appelés hm, et l'essentiel que je garde la même écriture en haut et en bas. D'accord? Donc, c'est ici, j'ai mis M, mais j'ai fait attention que d'écrire le M ici, comme variante, j'écris la même variante. Je mets le K, c'est que je vais définir par rapport à K, chaque valeur de K. D'accord? Donc, il faut garder la logique, même si vous changez les indices. Ces indices, c'est des indices dits muets, mais il faut savoir les utiliser. Et donc, j'ai la formule par rapport à cette application qui est la suivante. Donc, il suffit de remplacer dans cette application les H de N, qui étaient mes H de M. D'accord? Et donc, je vais garder donc les coefficients de H seulement pour moins 2 jusqu'à moins 5, d'accord? Et de 2 jusqu'à 5. Donc, dans ma formule ici, le N va prendre que les valeurs moins 2 et jusqu'à moins 5 et de plus 2 jusqu'à plus 5. Donc, par exemple, pour moins 2, j'aurai un expo pour moins 2 et un autre expo pour plus 2. D'accord? Pour n égale à 2, par exemple, moins 2 ici et plus 2 ici. Et ça me fera un 2 fois cosinus de 2n sur 21. D'accord? Je fais la même chose ici. 1 pour 3. Donc, j'aurai un moins 3 et un plus 3 ici. Et j'aurai un 2 fois cosinus. D'accord? Du même argument. Et je fais la même chose pour 4 et je fais la même chose pour 5. Et en fin de compte, mes HK seront les suivants. Ça, c'est les HK que j'aurais pu implémenter sous MATLAB pour avoir le résultat de mon filtre. D'accord? Donc là, à partir de ces HK, donc j'ai déterminé mes coefficients et vous avez vu, je n'ai pas eu recours ni à l'implémentation soft, ni rien du tout. C'était une conception manuelle, un développement manuel que j'ai développé. Et à partir de là, je peux, donc là, pardon, on me demande après le filtre synthétisé, HS de Z. HS de Z, il s'écrira comme étant ces coefficients Z à la puissance moins K. De là, on tirera H de F. Le H de F, ça sera toujours Z égale à expo, comme c'était juste avant. Et les HS de F seront toujours la même chose avec l'expo. L'expo qui va s'écrire en cosinus moins j sinus. Et à partir de là, on détermine le module au carré, n demi, ce qu'on a vu juste avant. Si je veux voir mon filtre synthétisé, j'implémente ces coefficients seront implémentés k allant de 0 jusqu'à 20 de HK que voici, et vous aurez votre filtre synthétisé, le filtre synthétisé est celui-là. Donc là, vous voyez, donc c'est pas tout à fait le parfait,
c'est pas tout à fait AA et la bande de transition n'est pas raide, la fréquence de coupure n'est pas tout à fait 500, là vous n'avez pas tout à fait 0 et vous avez des ondulations dans la bande atténuée et des ondulations même dans la bande passante de votre coupe-bande. Donc, et tout ceci est dû bien sûr et à l'ordre et aussi ici je peux introduire une fenêtre de pondération qui peut améliorer le filtre. Donc, Naya, si je veux, c'est-à-dire si j'utilise en entrée le signal que voici, ça c'est le signal cosinus de 500 plus le cosinus de 200. D'accord? Et après filtrage, c'est-à-dire en passant par filtreur, j'obtiens le résultat de Y de T qui n'est pas tout à fait parfait, bien sûr, parce que le filtre de départ n'est pas parfait, mais je retrouve bien une seule raie, malgré, donc la raie sera dans la bande 200, elle sera ici, d'accord? Il y aura une petite pondération parce que je n'aurai pas tout à fait 100, d'accord? Mais j'aurai une raie et celle qui était à 50 va être filtrée. Mais il réalisera, toujours est-il, le filtrage, ce filtre numérique. Voilà pour le devoir toujours 2. Vous pouvez refaire l'exercice 3 en implémentant le FIR 1 et le FIR 2. Donc, parce qu'avec ce gabarit de passe-bande, vous pouvez implémenter le FIR 1 et vous pouvez aussi l'implémenter en FIR 2. D'accord? Voilà, de cette manière, j'ai terminé avec les 3 exos de base de conception de filtre FIR quand on vous a demandé de préparer pour cette séance de TD. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, même si des questions concernant les parties antérieures ou d'autres TD antérieurs que vous n'avez pas compris. Donc, il reste quelques minutes avant la fin du TD. Si vous avez des questions concernant ce TD ou le TD précédent ou une partie du cours, vous pouvez la poser. Mais si vous n'avez pas de questions et que vous êtes out avec ce module, je vous dis de revoir vos cours, de revoir votre TD et donc à partir de là, vous pouvez poser des questions et comprendre encore mieux ce module. OK? Question? J'attends. Le module, il paraît difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut connaître. Les informations doivent être maîtrisées et la maîtrise ne peut se faire qu'à partir de l'exercice, comme dans n'importe quelle autre discipline. Donc, n'importe quelle autre discipline, pour avancer dans une matière ou dans la discipline elle-même, vous devriez vous exercer. Si vous n'exercez pas, si vous ne, c'est-à-dire vous ne mettez pas dans le bain du module lui-même, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il est très important d'exercer, de refaire les exercices, de revoir le cours. S'il y a des questions, je suis toujours disponible à avancer avec vous, à vous expliquer. Donc, je vous dirais qu'il est important de profiter quand vous avez la possibilité de le faire, quand vos enseignants maîtrisent la technique et maîtrisent le module. Vous êtes là pour apprendre le maximum. Et donc, saisissez cette opportunité pour avancer. Donc, je vous demande de revoir le cours et je sais avec l'expérience que j'ai, je sais que je donne des cours qui sont clairs
et avec des notions très simples et je facilite ce module. Alors, sachez que dans certains cas, il est très hard de présenter ce type de module parce qu'il a un bagage mathématique très imposant. Donc, il demande beaucoup de maths, il demande beaucoup de notions d'abstraction abstraite et donc, c'est pas facile, je sais, a priori. Mais il est très simple si on sait maîtriser un peu le minimum, je dirais, de notions de base des mathématiques et de l'électronique. On ne vous demande pas beaucoup de choses, mais ce qu'on vous demande, c'est de faire le lien entre l'électronique et les maths et comment on peut passer facilement dans un domaine purement mathématique pour comprendre des notions purement pratiques, purement réelles. Donc, c'est ça la difficulté, c'est que l'étudiant, à chaque fois, il n'arrive pas à se mettre dans ce domaine qui est mathématique et revenir facilement au domaine pratique. Il se perd entre les deux. Mais à chaque fois, il faut se dire, je vais me retirer du domaine concret, je vais aller au-delà, je vais faire, c'est-à-dire des opérations qui ont une liaison directe avec la réalité. Je calcule, je fais mon travail et je reviens plus facilement dans le domaine pratique et je vois les choses plus clairement et je comprends qu'est-ce qui s'est passé moyennant les outils mathématiques. Alors donc, je vous demande d'essayer à chaque fois de voir, par exemple, cosinus, comment il se traduit dans un signal cosinus, comment il se traduit dans le domaine fréquentiel. Un filtre, comment il se traduit dans le domaine fréquentiel. Un filtre, je comprends qu'est-ce que c'est la notion de filtrage pratique, mais mathématiquement, dans le domaine fréquentiel, c'est quoi? C'est une porte, c'est quelque chose de simple. C'est une porte, hein? Donc on laisse passer la porte, elle est faite pour que les gens passent. C'est la même chose. On va laisser passer une partie du signal et une autre partie ne passera pas. C'est de la même manière, c'est de la même logique, mais dans un autre espace. D'accord? Et je reviens à tout moment à mon espace d'origine, qui est le domaine concret, le domaine réel. Et il faut que je sache me balancer d'un domaine vers un autre et faire le lien entre les deux. Et ceci ne se fait que grâce à l'exercice. Donc, puisque je fais plusieurs fois le cosinus, je sais que c'est des raies. Donc, il faut que je sache quand c'est des raies, quand c'est le signal cosinus. Donc, je parle de cosinus et je sais qu'est-ce que c'est un cosinus dans le domaine temporel. Et je sais que si je passe dans l'autre domaine, je bascule dans l'autre domaine, ce n'est plus le cosinus comme il se présente, c'est des raies. Et c'est ça ce que vous devriez savoir faire. Chaque chose, comment elle se présente dans le domaine concret et comment elle se présente dans le domaine mathématique. Et vice-versa. Voilà ce que j'ai à dire. Et je vous remercie si vous n'avez pas de questions. Mais ne vous découragez surtout pas et dire qu'il y a beaucoup d'informations et je ne peux pas avancer. Non, au contraire, c'est une opportunité pour vous. Je sais que peut-être en licence, vous n'étiez pas donc assez muni pour faire du traitement de signal. Je sais que vous avez eu 2 années difficiles, une année al-Hirak et une année le Covid. Donc, mais c'est une opportunité pour vous et le fait de faire les cours à distance n'empêche rien du tout. Au contraire, vous avez vu que votre cours, vous pouvez le consulter à tout moment, votre TD, vous pouvez le consulter à tout moment, ce qui n'était pas possible avant. Ça, c'est un avantage qu'ils n'avaient pas avant. Donc, essayez de tirer profit de cette situation et d'avancer. C'est un module de base dans tous les domaines. Ce n'est pas parce que je l'enseigne, mais sachez, allez-y en n'importe quelle discipline, n'importe quelle spécialité et verrez de vous-même
si le traitement de signal n'est pas présent en force. Tous les concours de doctorat demandent du traitement de signal. Toute votre formation, si vous désirez faire une formation à l'étranger, vous avez besoin du traitement de signal. Et si vous n'avez pas les outils de base du traitement de signal, vous allez toujours vous sentir dépaysé dans ce module. Vous allez toujours vous sentir diminué dans ce module. Donc, c'est une occasion pour vous d'améliorer votre enseignement dans ce module. Et je suis disponible pour vous aider. Donc, c'est à vous de montrer que vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, ça me découragerait et automatiquement, donc je me dirais, je suis en train de faire, donc de fournir des efforts pour rien. Sachez que chaque TD que je fais, je prends toute une semaine pour le rédiger. Et vous savez très bien qu'est-ce que c'est de rédiger sur le Word. Et je le fais sur le Word et je fais les copies, je le fais sur le PowerPoint, etc. Je suis pas habituée de faire du PowerPoint. Moi, je travaille directement. D'habitude, c'est avec la craie et le tableau que je faisais mon cours. D'accord? Donc, essayez de respecter au moins l'effort fourni par l'enseignant. Et ne me faites surtout pas les histoires du copier-coller que vous voyez. Là, c'est un non-respect pour vous, de votre part pour moi. Je considère ça comme un non-respect par rapport à l'effort que je fournis. Je ne fais pas du copier-coller de quelque part. Tous les exercices que je donne, c'est des exercices que je conçois moi-même. Vous ne trouverez pas ces exercices sur Internet. Je les fais moi-même. Donc, c'est à vous de fournir l'effort relatif à ce que je fais. Et je vous remercie et à la fois prochaine. Inch'Allah, madame, merci.